Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi, mon associé. Salut Rémi, comment vas-tu ? Très bien, et toi Gabriel ? Super, aujourd'hui on va parler de fidélisation dans cet épisode des aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Notre mission est simple, être à vos côtés à chaque étape de votre projet CRM pour vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Alors Rémi, fidélisation, faut être clair sur les termes. Déjà, faut faire la différence avec la promo. C'est quoi la différence entre fidé et promo ? Exactement, on a souvent tendance à confondre la fidélisation et la promotion, le moteur de promotion, tout simplement parce que les deux travaillent souvent ensemble. Pour autant, en fait, la promotion, elle cherche avant tout à augmenter le RFM, à augmenter le taux de retour, le panier moyen et avoir des vecteurs d'appel de façon à faire revenir le chaland en boutique ou recréer un acte d'achat. Là où la fidélisation va chercher en fait à créer une relation plus forte entre la marque et l'utilisateur final, et donc à en baser plus, qualifier mieux les utilisateurs, et donc créer une relation avec la marque qui va être beaucoup plus forte. Et derrière, bien entendu, ça a un objectif de générer plus de chiffres et plus de récurrence, etc. Donc il y a bien une finalité qui est un peu commune, sauf que dans la fidélisation, on va avoir beaucoup plus une gestion d'une base de connus, là où la promotion peut avoir même des bases de complètement inconnues. Par exemple, une promotion standard, c'est de mettre en pied de ticket de caisse une réduction, un bon de réduction pour le prochain passage en caisse valable la semaine prochaine, par exemple. Ça, c'est un vecteur de passage de récurrence d'achat. Pour autant, on n'apprend rien sur le client si c'est en anonyme, et pour autant, ça ne fait qu'un acte de génération de nouveaux chiffres, mais ça ne crée pas du tout de base client et ça ne crée pas de programme de fidélité. Oui, et puis la promotion peut aussi s'appliquer à des gens qui viennent pour la première fois et qui ne reviendront jamais, comme acheter 3 produits pour le prix de 2, ce genre de choses, quoi. La promo, c'est du produit d'appel, ça peut gérer aussi bien les inconnus que des personnes qui sont en basé, qui sont dans un programme de feed. Le programme de feed, il est beaucoup plus holistique et beaucoup plus exhaustif que juste de la promo. Et alors, pour continuer à bien comprendre, est-ce que la feed, on la connaît tous dans notre vie de consommateur, donc en B2C, est-ce qu'on va retrouver facilement de la feed en B2B ou finalement pas tant que ça ? Alors en fait, la feed en B2B, elle est plus rare, elle est plus sectorielle. Tout simplement parce qu'elle est le déport souvent du programme de fidélité B2C dans le monde B2B. Et donc ça s'applique souvent B2B, B2C, ceux qui sont les deux dans les deux secteurs. Mais l'équivalent de la feed en B2B n'est ni plus ni moins que des promotions, que de l'engagement à une année, que des contrats qui sont plus longs dans la relation entre interentreprises. Et c'est essentiellement dans le secteur du travel où les programmes de fidélité B2C, notamment de earn, de points, de fidélisation qui vous apportent des réductions, etc., peuvent être consolidés dans un compte entreprise au niveau du B2B. Donc, je pense notamment dans le travel à des comptes liés à des trains, liés à du voyage, liés à de l'hôtellerie, etc., dans lequel, en fait, une autre forme de réduction se cumule au niveau du B2B et évite que chacun des salariés collecte des points au niveau individuel dans leur compte B2C. Donc ce que tu veux dire, c'est que l'essentiel en B2B de la négociation sur les durées d'engagement, etc., se traduisent dans des remises au volume, dans des remises sur engagement, etc., et pas tant à travers des programmes qui sont là pour susciter l'engagement, mais plus vraiment dans la négociation contractuelle. Exactement. Et la seule exception, c'est que souvent dans le travel, le choix du transporteur, le choix de l'hébergement, etc., est à l'initiative du salarié. Et donc, la marque a tendance à prolonger son programme de feed pour que les salariés eux-mêmes aient envie de passer par tel ou tel opérateur, telle ou telle agence de voyage, telle ou telle compagnie aérienne, etc. Maintenant, rentrons un peu plus dans le détail de la feed, maintenant qu'on a compris la différence avec la promo. Quels sont les différents types de programmes de fidélité ? En fait, un programme de feed, ça fonctionne souvent, la majorité du temps, avec ce qu'on appelle des earn et des burn. C'est-à-dire, earn, je collecte des éléments, et burn, je les consomme. Les premiers vecteurs de type de programme de feed, ce sont les plus simples, c'est ce qu'on appelle la gamification. C'est quand vous allez dans un supermarché, que vous avez des petites vignettes et qu'à force d'avoir une vignette, vous allez acheter en fait un produit au prix du marché
sachant que les autres l'auraient acheté beaucoup plus cher et que vous allez avoir l'impression d'avoir une offre privilégiée et donc avoir une sorte de reconnaissance de la marque parce que vous avez réussi à collecter vos points. C'est la gamification est le premier vecteur de type de fidélisation et qui est assez répandu parce qu'elle est peu coûteuse. La deuxième, c'est tout simplement les promos réservés aux membres, ou le rétrofit. Donc le rétrofit, c'est tout simplement je collecte des points. Et puis, passer tant de points, j'ai tant de réductions ou un cadeau de tant de valeur. Donc, je peux avoir en fait soit des réductions sur un portefeuille de points qui est de produits qui est exactement le même, soit je peux même avoir une boutique dédiée à ma collection de points. Et donc, du coup, ça, c'est souvent dans le secteur bancaire. Vous avez collecté des points de consommation dans le secteur bancaire et vous avez le droit de les dépenser par des dotations particulières éléments. Donc, le moteur des promos et des rétrofits est souvent lié à des comptes de points et donc lié au earn et au burn. Puis, il y a un dernier type de fidélité qui est en fait on va dire un rebranding de l'abonnement. C'est-à-dire, on vous fait payer le fait d'adhérer à un programme de feed pour avoir accès à des promotions, avoir accès à des offres privilégiées. Dans les offres privilégiées, c'est faire membre d'un club VIP pour avoir des ventes privées. Mais c'est aussi une carte Fnac qui va vous permettre en payant la carte Fnac d'avoir des réductions ou Amazon Prime ou autre, où en fait, vous allez payer le fait d'adhérer à quelque chose, de donner plus d'informations à la marque et derrière, d'avoir accès à des réductions de manière diverse et variée. Et donc ça, c'est toujours le vrai sujet en fait dans tous les programmes de feed, c'est de mesurer exactement l'impact du programme de feed et de bien mesurer la générosité. Ce qu'on appelle la générosité, c'est tous les actes de gratuité, toutes les offres de services, de valeur ajoutée qu'on va vous offrir. Et notamment, ça peut être parfois des services gratuits, un parking gratuit dans une grande surface. Ça peut être des usages gratuits avec un taux d'usage plus ou moins élevé, mais qui est toujours compliqué comptablement à utiliser. Ou plus souvent, mais c'est là où on retrouve le lien avec le moteur de promo, des réductions particulières ou des tarifs particuliers. Je fais un point particulier sur la partie feed payante. Parce que de plus en plus, en fait, on voit cet usage de prise d'abonnement dans du retail ou dans des secteurs qu'on ne voyait pas au préalable, qui se généralise dans beaucoup de marques. C'est-à-dire, vous vous engagez même à un Deliveroo, vous vous engagez à payer tant par mois, et en fait, du coup, vous ne payez pas les livraisons et vous avez tant de volume à faire par mois pour rentabiliser l'offre. Donc, c'est un vrai sujet. La feed payante est un autre moteur de feed. Et quand on va regarder comment on va traiter tout ça dans HubSpot, les gamifications, les promos, le earn et le burn, qui est quelque chose d'assez naturel en fait. Dans HubSpot, c'est ni plus ni moins qu'un scoring qui va vous permettre de compter des points et de les décompter derrière avec des workflows. C'est assez facile d'avoir une feed basique dans HubSpot. La feed payante, c'est carrément lié à une autre transaction et donc c'est lié à un moteur de promo qui va être très particulier et beaucoup plus complexe à gérer. Et encore une fois, comptablement, la feed payante a quelque chose de très particulier à gérer, notamment parce que c'est une générosité qui donne lieu en fait à une isolation comptable à valoir. Typiquement, si on veut effectivement implanter la feed dans son logiciel de CRM et en particulier HubSpot, tu dis qu'il y a des choses qui sont faisables directement avec le logiciel, avec une logique de scoring, de workflow pour rajouter des points quand le client fait un certain nombre d'actions et pour décrémenter des points quand il consomme ses avantages. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut faire avec le logiciel HubSpot natif. Dans quel cas de figure on va pouvoir avoir des applications en plus sur la marketplace pour aller plus loin, ou des développements spécifiques, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui est pas faisable directement en fait? Souvent, en fait, un moteur de promo est suffisamment complexe pour être un outil complémentaire associé à HubSpot et pas être nativement dans HubSpot. Dès que la générosité se transforme en moteur de promo, calcul le CPQ dans HubSpot repose soit sur un ERP, soit sur des outils tiers et des outils complémentaires. Et donc, très rapidement, on va avoir besoin d'un outil complémentaire dans HubSpot pour générer ces moteurs de promo. Tout ce qui est gamification, tout ce qui est j'ai envie de dire, earn classique va être facilement mis en place. Le burn, notamment le fait d'avoir des burns qui soient des produits offerts ou des éléments comme ça,
vont être complètement gérables aussi dans HubSpot assez facilement, sans produits complémentaires. Par contre, dès qu'on parle de promo, dès qu'on parle de pied de ticket de caisse, etc., on rentre dans un logique de moteur de promo, de couponing, etc., et donc il faut un outil complémentaire. Et en fait, le moteur de feed va être lié au moteur de promo, et c'est deux outils différents par rapport à ce que tu disais au début, où on comparait promo et feed. En termes de solutions techniques, c'est deux outils différents aussi. C'est complètement deux outils différents et qui ne s'adressent pas aux mêmes populations et qui n'ont pas les mêmes logiques applicatives. Moteur de promo, c'est toujours en fait des conditions d'accès et des conditions d'accès à une promo. Et donc là, la feed peut être une condition d'accès, un niveau VIP peut être une condition d'accès, une assiette de calcul de la promo. Et puis, bien entendu, un moteur de valorisation de cette promo et ces notions de conditions d'application, c'est-à-dire est-ce que c'est pour la transaction courante, est-ce que c'est pour la prochaine transaction, est-ce que ça se convertit derrière en coupon ou en voucher ou quoi que ce soit d'autre. Donc la feed est une condition du moteur de promo. La feed devient une condition d'accès au moteur de promo dans certains cas. Dernier sujet à adresser sur la fidélité, et c'est comment on peut mesurer la performance d'un programme de fidélité. C'est assez amusant parce que la performance d'un moteur de programme de feed est quelque chose de très complexe à mesurer. Parce que c'est toujours une histoire de poulet d'œuf. Par exemple, on va comparer le panier moyen entre les personnes qui font partie du programme de feed et ceux qui ne font pas partie du programme de feed. On peut se poser la question de est-ce que le panier moyen est plus élevé parce que ils ont programme de feed ou est-ce que ils ont programme de feed parce que le panier est plus élevé. Pareil pour le score de RFM. Il est rarissime de prendre un programme de feed pour un acte d'achat, bien qu'il y ait certains secteurs, notamment dans le bricolage ou autres, où très facilement la carte peut être rentabilisée dès le premier acte et dès le premier jour. Mais la plupart du temps, c'est très dur de comprendre, de faire le distinguo entre la source et la conséquence. Pourquoi c'est très dur? La seule façon, en fait, de débiaiser et d'objectiver ces KPI serait de prendre une population témoin, population blanche, à qui on va pas proposer le programme de feed, et de regarder des cohortes similaires, donc des comportements similaires entre ceux qui seront basés en fidélité et ceux qui ne le sont pas, sur des populations similaires. Sauf que on va pas juste dire, sauf à avoir des magasins duals et de se dire sur ce magasin je fais pas de pub, je fais pas de feed, je fais pas. Il est rarissime de pouvoir faire une population blanche sur laquelle on se dit volontairement on ne leur donne pas accès à la feed. Et on va essayer de comparer leur lifetime value, leur RFM, leur coût de rétention et de regarder en fait panier moyen, etc. Et c'est quasiment impossible à faire. Alors qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder d'abord si il y a un vecteur de corrélation entre la feed et des choses comme la notoriété de marque, donc la satisfaction par rapport à la marque et donc notamment le score de NPS. Ça, c'est le premier facteur, c'est très facile. On se dit, tiens, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait que les gens sont basés en feed et mon score de NPS? Quelqu'un qui n'aime pas une marque a tendance à pas prendre la carte de feed. Et donc, la corrélation, on risque de la retrouver, effectivement. On la retrouve assez souvent. Pour autant, en fait, on voit l'évolution. Le deuxième calcul, il est un peu plus compliqué, c'est tout simplement de mesurer le RFM ou la lifetime value, donc la résistance fréquence montant ou la lifetime value, entre les encartés, donc les feeds, et ceux qui ne sont pas fidélisés. Suivant le type de feed et en suivant la générosité, si la feed ne devient comme un Captain Wallet qu'une façon de faire un callback de l'utilisateur sans forcément de générosité, on n'aura pas forcément de corrélation entre cette feed et cette lifetime value, ou pas forcément de corrélation entre le coût de rétention, etc. et l'adhérence à la feed. Et donc, c'est là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut vraiment objectiver en fonction de la générosité, bien mesurer le poids de la générosité. C'est-à-dire, on peut très facilement rentrer dans une logique de générosité qui vient supérieure au coût de rétention. Et là encore, je rappelle à un autre épisode des aventuriers d'HubSpot, ne pas confondre l'ARPU marginal de quelqu'un qui est resté et la marge marginale de quelqu'un qui est resté. Donc, on s'intéresse à ce qu'on continue à gérer la marge par rapport au coût de rétention. Et donc, ça, c'est le deuxième vecteur, c'est OK, est-ce qu'il va me générer plus de chiffres? Est-ce qu'il va rester plus longtemps? Et quelle est ma lifetime value marginale, en fait, depuis qu'il a adhéré à son programme de feed. Puis, il y a d'autres indicateurs, en fait, qui sont beaucoup plus intéressants,
notamment quand on a des offres privilégiées. C'est-à-dire que quand on rentre dans la logique, qu'on combine la promo et le moteur de feed, et qu'on nous donne des offres exclusives, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément l'appartenance ou l'adhésion à l'offre exclusive, mais c'est surtout, en fait, le panier complémentaire par rapport aux offres exclusives. Et est-ce que ce panier aurait existé s'il n'y avait pas eu ces offres exclusives? Et là, débruiter l'offre exclusive est beaucoup plus facile à faire, techniquement, en termes de data, que de juste mesurer ce que ça aurait donné s'il n'avait pas adhéré à l'offre de feed. Encore une fois, le NPS, il y a un biais, on le sait, donc on peut le mesurer, c'est bien. L'average revenue, le score de RFM, la lifetime value, il y a un biais, mais il est moindre et on peut le mesurer, mais c'est très lié à la générosité. Et quand on fait un acte de générosité qui est lié à la promo, et la promo forte, il est assez facile de débruiter l'acte de la promo. Par contre, le rétrofit, qui est globalement, vous avez atteint un certain nombre de points, donc vous avez tant de produits gratuits ou tant de bons d'achat à utiliser. Là, il est beaucoup plus dur à mesurer parce que est-ce que c'est quelque chose d'endémique et d'organique qui serait arrivé quoi qu'il en soit? Et du coup, c'est un programme de feed qui est en pure perte parce qu'on ne fait que de faire de la générosité sur des gens qui étaient déjà fidélisés, ou au contraire, est-ce que c'est quelque chose qui amène en fait une vraie récurrence d'achat? Et je pense toujours au même biais où en fait les gens pensent que le programme de feed doit être promu dans une app mobile, et l'app mobile d'une marque fait déjà appel à des gens qui sont déjà fidélisés à la marque. Donc, le programme de feed on top d'une app est un contresens parce qu'on a déjà des gens fidélisés qui ont fait l'acte d'installer l'app. Et on trouve souvent cette erreur dans le retail ou dans d'autres secteurs dans lesquels on se dit on va le mettre en exclusivité sur l'app. En fait, c'est l'inverse. C'est le programme de feed doit être un générateur d'installation de l'app. Et l'app n'est qu'un usage, un vecteur d'usage et d'accélération du programme de feed. Sur tout cet aspect mesure de la performance, est-ce qu'il y a des choses qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans HubSpot, dans les choses qui sont faciles à mettre en place, et qu'est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place? Typiquement, tu disais que la population blanche, on pouvait pas la mettre en place. On peut le faire pour un programme relationnel, mais on peut pas le faire pour un programme de feed parce qu'on peut pas exclure quelqu'un du programme de feed, alors qu'on peut exclure quelqu'un du programme relationnel, il nous en voudra pas. Qu'est-ce qu'on peut vraiment mettre en place dans HubSpot pour mesurer justement ces notions de lifetime value, de gratuité, de rétention? Qu'est-ce qui est facile à mettre en place ou qu'est-ce qui va poser des difficultés? D'abord, le fait que l'on puisse pas faire de population blanche, c'est pas lié à HubSpot, c'est lié à c'est intrinsèque, que ce soit l'outil. C'est-à-dire, vous avez n'importe quel autre outil de CRM et de gestion de la relation client, GRC, vous ne pourrez pas proprement faire de la population blanche sur le programme de feed, sauf cas exceptionnels et totalement marginaux. Qu'on peut mesurer dans HubSpot, en fait, HubSpot, l'écosystème de BI de HubSpot va permettre de mesurer beaucoup de choses. C'est-à-dire faire du score de RFM, faire de la lifetime value. Ça demande souvent, en fait, d'avoir un traitement analytique en amont. Donc, la lifetime margin, la lifetime value va demander, en fait, un traitement analytique parce que on ne fait que prédire le futur dans une lifetime value. Mais pour autant, c'est assez facilement implémentable dans HubSpot par des champs calculés et par des métriques diverses et variées. Et après, de regarder en fait ce score et cette analyse en segmentant et en comparant la population de ceux qui sont dans le programme de feed de ceux qui ne le sont pas est assez aisé dans HubSpot. Ce qui est beaucoup plus dur, c'est de mesurer la rentabilité de la générosité. Pourquoi? Parce que la rentabilité de la générosité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe à mesurer, notamment parce qu'il faut pouvoir détecter que quelqu'un de fidélisé est potentiel churner, et donc on a besoin de faire la rétention ou autre, et puis de pouvoir isoler en fait des personnes à qui on va faire un programme de générosité, d'autres on va pas faire dans le programme de feed, pour pouvoir faire le delta ARPU ou le delta chiffre d'affaires marginal qu'on va générer de l'un par rapport à l'autre. Et ça, là encore une fois, même avec des outils d'A/B test, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus par de la segmentation des cohortes, etc., qui est plus pointu à faire, qui est beaucoup plus dur à maîtriser. Il faut des populations qui soient similaires, il faut des populations qui respectent la loi de Student et donc qui soient relativement référentes pour pouvoir avoir des métriques qui soient applicables et comparables. Et donc, c'est quelque chose, très clairement, les outils de GRC n'ont pas d'outils suffisamment puissants pour faire toute cette analyse de data.
qui doit être fait en externe et puis réinjecté dans le CRM derrière. Et donc là, HubSpot, il arrive à ses limites, comme tous les autres outils de GRC. On va extraire la donnée, on va faire des analyses et on va réintégrer des lifetime margin, des indicateurs de lifetime margin, de lifetime value et de d'ARPU et d'AMPU, c'est-à-dire average margin per user, dans HubSpot. Super, merci Rémi. Est-ce qu'il y a des éléments que tu veux ajouter? Je pense que c'est un secteur qui évolue beaucoup, dans lequel il y a quand même une vraie tournure autour de l'abonnement et de rapprochement de la fidélisation de l'abonnement, qui est quelque chose qui est quand même assez nouveau par les secteurs sur lesquels ils s'adressent, puisqu'on commence à avoir ça aussi sur les vêtements, sur tout ce qui est le F&B et maintenant sur le vêtement et sur la cosmétique, etc. Et donc, c'est quelque chose qui va vraiment changer leur relation avec les marques. Et en fait, c'est là, je pense que c'est un des vecteurs dans lequel la GRC, les outils de CRM type HubSpot ont encore énormément en fait de marge de manœuvre pour pouvoir encore plus gérer l'enchantement client, mais qu'il y a les équipes marketing souvent qui sont dans du marketing relationnel ont aussi un pan ou un vecteur de progression et un pan d'opportunités autour de la feed qui reste énorme. Super, merci beaucoup Rémi. Cet épisode des aventuriers de HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, à partager et à laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Salut Rémi. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube et Deezer. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.